Les élections législatives se sont déroulées au Togo le 20 décembre dernier. Les élections placées sous les auspices de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui était au chevet du Togo depuis plusieurs mois déjà et avec sa feuille de route. Au finish, la CEDEAO exprime son satisfecit par rapport au déroulement de ce scrutin. C'est ce qu'on peut retenir à l'issue de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement lors du 54e sommet d'Abuja. C'était le samedi dernier. On va donc évoquer ce sujet avec Orphée Adom, le coordonnateur du collectif des jeunes pour le développement. Orphée Adom, bonsoir. Bonsoir, monsieur Young. Merci à vous de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je le dis, la CEDEAO a exprimé son satisfecit par rapport au Togo pour l'organisation du scrutin du 20 décembre dernier. Est-ce que vous êtes étonné du satisfecit décerné par la CEDEAO? Non, je ne suis pas étonné. À partir du moment où on analyse et on suit ce que la CEDEAO a fait depuis le début, donc depuis le 31 juillet jusqu'au 20 décembre, elle a constamment accompagné. Elle était aux côtés du processus et il était normal qu'à la fin de ce processus-là, qu'elle se satisfasse de ce qui s'est passé. C'est le cas de nous tous parce qu'on suivait ça et bon, tout est bien qui finit bien. Parce que ça s'est bien terminé dans le calme. Dans la tranquillité, j'allais dire dans la sérénité. Et c'est très rassurant. Donc pour nous qui sommes épris de paix et puis qui demandons que les choses se fassent ainsi. Alors au finish, est-ce que le satisfecit de la CEDEAO c'est juste parce que le scrutin s'est déroulé sans heurts? Bon, en partie, oui. Il faut toujours souhaiter que ça se passe ainsi, que le scrutin se passe sans heurts et sans violence. Mais surtout que les acteurs qui étaient en place avaient mis une grande volonté qu'on a pu voir. Et puis, nos institutions sortent renforcées. Et surtout, c'est le cas aussi d'adresser une félicitation sincère et franche quand même aux autorités de ces institutions-là et à nos premières autorités qui ont beaucoup travaillé pour que ça se passe ainsi. Et je pense que c'est une très bonne leçon que nous tirons. Et il n'y a pas longtemps, je disais que moi, je participe pour la première fois donc à la vie d'une démocratie vibrante. Elle est passionnante. Elle est comme vous savez, elle est très enthousiaste. Effectivement, il y en a peut-être qui ne voient pas la chose de la même manière, mais bon, à la fin, on voit quand même que la majorité voit ça ainsi. Et c'est ce qui s'est exprimé. Et donc, il faut que ça continue. Et nous tous, nous sommes les acteurs donc, pour contribuer à bâtir et à construire cette démocratie-là. Oui, mais est-ce que vous pourrez dire maintenant que pour la CEDEAO, c'est une mission accomplie dans le cas du Togo? Je crois que, par rapport à l'objectif qu'elle s'est assigné, si on regarde, c'est ce qu'elle a dit au dernier sommet. Donc, c'était sa mission que le 20 décembre, qu'on sorte avec des élections apaisées, transparentes, et puis où toutes les opinions s'expriment. Et puis maintenant, ceux qui ne veulent pas jouer, malheureusement, moi je le déplore toujours, ne veulent pas jouer le jeu démocratique. On le voit aussi, on le voit dans les chiffres, on le voit dans les faits. Donc la CEDEAO était là comme un grand arbitre pour nous dire voilà, ce sont les règles du jeu et il faut jouer par rapport à ces règles-là. Donc, ça s'est joué. Ceux qui ne veulent pas jouer, ils reçoivent un carton rouge et puis ils sortent du terrain. Et quand on lit aussi le communiqué de la rencontre du 54e sommet, il est dit clairement que la CEDEAO déplore le boycott de la coalition T14 et puis c'est tout. Vous ne déplorez pas ça? Non, c'est-à-dire, même si on déplore, c'est-à-dire on aurait attendu de la CEDEAO qu'elle en dise plus. Mais elle déplore le boycott et ça s'arrête là. Mais bon, si nous regardons, je pense que la CEDEAO à la fin n'a pas été surprise comme nous tous. À partir du moment où, dès le début du processus, il y a une partie, en tout cas une partie minoritaire, on vient de le voir, qui n'a pas voulu jouer le jeu. Mais bon, tous les acteurs de la vie démocratique togolaise savent que il y a absolument un des acteurs qui ne jouait pas le jeu, la CEDEAO aussi. Mais il n'y a pas que la CEDEAO. La plupart des grandes institutions ont pu observer, parfois impuissantes, pas silencieuses, elles se sont exprimées à maintes reprises, qu'il faille jouer le jeu, qu'il faut aller vers ce processus-là, et c'est à partir de là que dégageront donc les différentes voies
majoritaire ou minoritaire. En tout cas, c'est de là que devrait sortir cette démocratie renforcée, j'allais dire. Et malheureusement, nous avons vu que la CEDEAO a participé impuissante à cela. Bon, ce n'est pas faux d'avoir essayé. Elle a invité à maintes reprises. Si nous faisons, je parle ici en faisant allusion donc, aux membres de la coalition des 14 partis de l'opposition, qui se sont avérés être des radicaux finalement, parce qu'il y avait moyen d'être beaucoup plus modéré et puis de jouer le jeu. Bon, c'est notre démocratie qui s'en sortirait gagnante. Mais maintenant, ils n'ont pas joué le jeu. La CEDEAO ne peut que constater cette mauvaise volonté manifeste donc, de ces acteurs-là. Elle a pris acte, elle le dit, elle le déplore, mais elle a aussi demandé que le processus continue et que, vous voyez, cet état d'esprit de tolérance, d'ouverture que nos premières autorités ont fait preuve, je pense que c'est très encourageant et c'est ce que la CEDEAO aussi essaie d'encourager. Oui, mais maintenant la CEDEAO quand même a donné aussi les perspectives à venir. On ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas aux législatives, il y a d'autres échéances qui vont arriver. Les locales vont arriver. Et donc, il va falloir maintenant que ces gens-là, qui sont dits radicaux, que moi je dis souvent, qui n'ont pas, malheureusement, qui ne sont pas allés à l'école de la négociation et qui ne veulent pas intégrer à leur sein de l'intelligence négociationnelle, c'est-à-dire cette façon de considérer l'autre et d'être disposé à discuter avec l'autre, quel qu'il soit cet autre-là. Et donc, je pense à partir de maintenant, les jeux sont clairs. On voit que la CEDEAO a participer, à observer et malgré elle, comme nous, Togolais aussi, que certains acteurs n'ont pas joué du tout le jeu. Quand la CEDEAO dit au point 36B de son communiqué sur le Togo, elle regrette fortement la décision prise par la coalition des 14 partis politiques de ne pas participer aux élections malgré les efforts considérables déployés par les facilitateurs. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO a fait assez? Parce que en intervenant dans la situation togolaise, c'était pour rapprocher les positions. À la fin, les positions n'ont jamais été rapprochées. Qui n'a pas voulu que ces positions soient rapprochées? Si on regarde les faits, et nous avons bien vu que la CEDEAO a mis quand même à la disposition donc, 2 facilitateurs, pas de moins, de présidents de la République. Le professeur Alpha Condé et puis le président de la Guinée et puis Adonana du Ghana. Mais ils n'avaient pas que ça à faire, ils avaient leur pays aussi à gérer. Vous imaginez si on nous enlevait, nous, notre président, et on le mettait à la disposition de notre pays pendant tout ce temps. Il a travaillé pour les autres pays. Nous voyons comment c'est très prenant. Malgré ça, ils se sont investis. Ils se sont investis massivement. Et c'est le lieu de dire merci, un grand merci à ces 2 présidents-là. Et ils n'ont jamais montré d'une quelconque manière qu'ils avaient une approche partisane. Ils étaient absolument ouverts. Il a rencontré à maintes reprises les 2 partis, et que ce soit seul à seul ou ensemble. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une partie qui a été lésée. Les 2 partis étaient ensemble. On discutait ensemble autour d'une table. À un moment donné, nous avons cru comprendre que finalement, la partie qui semblait radicalisée, ou en tout cas très radicale, très tranché sur ses positions, a évolué. Mais bon, on s'est trompé, puisqu'on l'a vu à la fin que ça ne les intéressait pas finalement. Donc ils jouaient la montre. Et quand en jouant la montre, ils ont joué donc, contre les intérêts de notre pays, contre les intérêts vitaux de notre pays. Et alors la CEDEAO, comme ses présidents, ils ont aussi ces réalités similaires chez eux. Ils ont pu en tirer les leçons. Mais c'est à nous maintenant de tirer les leçons d'une telle attitude. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque toutes les institutions vous disent mais c'est la voie sûre et vous dites non? Qu'est-ce qui se passe lorsque on dit que nous voulons les institutions fortes? Une institution prend une décision, vous êtes là ensemble, vous êtes coproducteur de la décision, mais à la sortie, vous la bafouez. Et vous ne l'appliquez pas. Qu'est-ce que vous voulez alors qu'on en pense? Et pour moi, je pense que c'est dommage, en tout cas, pour nos acteurs, ces acteurs politiques-là. Mais Dieu merci, nous avons vu que le peuple s'est exprimé et a donné alors une autre image de notre démocratie. Et nous allons voir qu'il y a d'autres acteurs. Nous l'avons toujours demandé, que si les gens ne jouent pas le jeu, le peuple va désigner d'autres acteurs. Et bien on y est. Le peuple a désigné d'autres acteurs plus responsables, en
tout cas aux yeux du peuple, et qui va aider donc nos démocraties à évoluer, et puis les réformes à se faire. Donc pour vous, aujourd'hui, on est sorti de la crise? La crise que nous avons, vous avez vu comment la crise est née. Quand on est sorti de la crise, donc, si vous me posez, moi, à Orphée Adam, la question, je vous dirais, moi, j'ai jamais considéré que cette crise-là était réelle. Elle a été fabriquée de toutes pièces. N'empêche, oui, une crise. Oui. Maintenant, une fois qu'on l'a fabriquée artificiellement, mais la question qui se pose, c'est à qui ça arrange que la crise perdure? Et on a vu à qui ça arrangeait. En tout cas, ça n'arrangeait pas le peuple togolais. Ça ne m'arrange pas, ça ne vous arrange pas, ça n'arrange pas notre économie, ça n'arrangeait pas notre développement. Et notre pays avait besoin, et a toujours besoin, d'un environnement stable, d'un environnement prévisible, prédictible, dans lequel les gens, les partenaires peuvent venir investir et créer du job pour notre jeunesse. Donc nous voyons que ces acteurs-là, ça ne les arrangeait pas du tout. La preuve, si ça les arrangeait, nous avons toujours demandé, mais en face de votre adversaire politique, qui est uni, qui fait des propositions, on peut critiquer, on peut ne pas aimer, mais qui fait des propositions, qui agit, qui a un plan qu'on peut lire. On peut ne pas l'aimer, mais on peut lire. La preuve, la majorité des Togolais a fait une bonne lecture et a choisi que c'est la voie à suivre et qu'il y a un leader. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient avec des propositions alternatives. On ne les a pas vues. On ne les a pas vues. En tout cas, si vous les avez vues, on peut en discuter. Jusqu'à maintenant, on ne les a pas vues. Les forces de l'opposition qui étaient capables de parler au peuple, de proposer aussi des solutions alternatives. Mais le peuple a souscrit. Il y a des gens qui ont pu obtenir des députés élus. C'est pas, ça veut dire que tout simplement le peuple dont on se targue d'être propriétaire ou on est majoritairement soutenu par ce peuple-là, mais on devait l'écouter et on devait travailler dans ce sens, dans son intérêt. Nous ne l'avons pas vu. Mais en tout cas, merci à toutes les autorités, merci aussi à toutes les institutions qui nous ont accompagnés, en commençant par la CENI. Lorsque nous parlons, par exemple, nous disons, est-ce que la CEDEAO a fait assez? Mais la CEDEAO a tout fait pour que la coalition obtienne le siège, les 8-8 à la CENI. C'était sur votre plateau ici. Je m'étonnais, je dis que depuis quand les C14 pensent qu'ils sont détenteurs de cette vérité, de nous imprimer la loi. Donc désormais, leur loi, ça devient la loi de la République, c'est la loi qu'on doit nous appliquer. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas plus acceptable non plus lorsqu'ils demandent, par exemple, d'aller autour d'une table de négociation, on trouve des solutions et puis ils ne veulent pas les appliquer. Ce n'est pas responsable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'UFC a cédé son siège. Eh bien, vous les avez vus autour dans la CENI, autour de la table, ils n'y étaient pas. Ça montrait leur mauvaise foi manifeste. Mais en tant qu'observateur de la société civile, ou acteur de la société civile, observateur de la chose politique, moi ça m'interpelle. Et je me dis, est-ce que ces acteurs politiques-là sont réellement porteurs d'un projet pour notre société? La preuve, le peuple a dit, eh bien non. Et en face, il y en a qui sont capables de pouvoir défendre nos intérêts. Et puis, on va alors avancer avec eux. Maintenant, il faut dire merci aussi. C'est au peuple togolais. C'est ce peuple-là qui est épris de paix, qui est vraiment épris de développement et de l'émergence, qui a ce fameux peuple, du côté de la coalition des 14, on estime qu'il a majoritairement boycotté le scrutin. Ça veut dire quoi concrètement? Il a majoritairement boycotté le pour vous dire concrètement, la C14 dit que le taux de participation ne peut pas dépasser 5%. Et en se basant sur quel chiffre? C'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai lu le communiqué de la C14. Ça, c'est leur communiqué. Ils ne remplacent pas la CENI. C'est ce que... Bon, maintenant... Mais on a quand même vu dans la capitale, le boycott était massif. Oui, mais c'est vrai, on sait la capitale, c'est pas le Togo. Mais la capitale, vous savez, vous pouvez prendre toutes les capitales. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent que c'est pas propre au Togo. Oui, c'est vrai. C'est pas propre au Togo. Vous prenez, lorsqu'on fait les élections au Sénégal, à Dakar, vous allez voir, mais le boycott, il est toujours plus massif dans la capitale. Pourquoi? Dans la capitale, c'est le centre économique, c'est là où les gens sont très occupés. Je ne trouve pas des excuses, mais tout simplement, lorsqu'on regarde maintenant, si on fait une analyse beaucoup plus fine, d'accord, de la situation, qu'est-ce qui s'est passé dans la capitale? Ceux qui ont mobilisé leurs militants, eh bien, ces militants sont allés voter. Lorsque on faisait le recensement, c'était aussi sur votre plateau ici, c'était un 14 octobre de cette année 2018. Je disais que, mais lorsque vous appelez vos militants à ne pas aller se faire recenser, qu'est-ce que vous attendez à la fin? Ils ne se sont pas fait recenser. Vous voulez qu'ils fassent quoi à la fin?
Et puis, j'imagine, je n'aimerais vraiment pas être à la place de ces militants-là aujourd'hui. Parce que je vois que je suis floué. On ne m'a pas dit la vérité, on m'a menti. Et je vais me méfier donc de ce responsable politique qui n'est pas capable de tenir un langage de vérité qui est basé sur les faits. Ils auraient pu jouer le jeu. La CEDEAO était là pour aider, pour clarifier les choses, pour permettre à tout le monde de voir plus clair. C'est-à-dire qu'apporter la transparence. Il disait qu'il n'y aura pas la transparence, la CEDEAO était là. Mais elle y est. Mais il y a eu cette transparence, mais c'est eux qui étaient absents. Le peuple, il était présent. Mais non, lorsqu'on regarde dans les autres régions, ce n'est pas le cas. Il y a une mobilisation massive. Mais si on se limite juste à la capitale, on a toujours dit, et si l'opposition pense que l'électorat se limite à la capitale, c'est qu'elle se trompe. Et puis à la capitale, leur adversaire les a sèchement aussi battus. Il n'était pas candidat. Il n'était pas candidat. Donc. Qui n'était pas candidat. La C14, je veux dire. Quand vous dites leur adversaire leur a montré. La C14, en boycottant, la C14 ne fait pas toute l'opposition. Bien sûr, ça c'est clair. Il y a d'autres forces qui étaient là, mais ces forces-là ont pu constater que le parti UNIR, qui est donc l'adversaire désigné donc, de C14, était bien ancré, était fort. Avec 21% de participation dans la capitale aussi. Vous savez, ailleurs... Il y a 80% d'inscrits dans la capitale qui ne sont pas... Ça veut dire concrètement qu'à Lomé, UNIR ne fait que 21% de l'électorat. Si tout dans le grand Lomé, je veux dire. Tout l'électorat est limité à UNIR. Parce qu'en disant ça, moi je n'aimerais pas le répéter. Non, c'est-à-dire il y a 21%, UNIR a eu 7, 6, je n'ai plus trop les résultats. Oui. Et il y a eu d'autres qui en ont eu, donc même pas les 21% de ceux qui se sont déplacés. Maintenant, c'est ce que je disais, on ne peut pas se limiter à la capitale pour tirer... Bien sûr. Bon, la capitale, elle est aussi grande soit-elle, elle ne fait pas tout le Togo. Alors, si on prend des exemples, c'est important aussi que nos téléspectateurs nous comprennent. Lorsqu'on regarde l'ensemble des capitales, vous allez à Abidjan, lorsqu'on a fait les élections, vous verrez qu'il n'y a pas plus de 15%. Et pourtant, les élections ont été validées dans la capitale, je vais dire. Vous allez à Dakar, c'est pareil. Mais vous viendrez à Paris, ce sera pareil. Donc, ce n'est pas propre ici. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut maintenant mobiliser, sensibiliser davantage. Et ça, c'est une partie aussi de notre travail. De sensibiliser donc la population, mais autour de ces enjeux-là. Alors, en fait, Adam, l'élection du 20 décembre aurait dû être en principe l'aboutissement d'un processus. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait les réformes, les mesures d'apaisement, un certain nombre de choses avant d'aboutir au 20 décembre. Aujourd'hui, on félicite le 20 décembre, mais il y a derrière beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Oui, mais comme toujours, rien n'est jamais parfait. Les choses qui n'ont pas été faites, et c'est quand la CEDEAO a fait ses recommandations, elle a aussi demandé qu'on fasse tout, qu'on mette tout en œuvre pour qu'au 20 décembre, tout soit fait. Mais pour cela, il fallait le faire à deux. Et mais avant de se satisfaire du processus, en disant le processus, avant de se féliciter du processus, on aurait dû, c'est-à-dire des élections, on aurait dû regarder le processus. Qu'est-ce qui a été fait dans le processus pour qu'on aboutisse au 20 ? Mais ça a été clair. Ce qui aurait dû être fait dans le processus pour qu'on arrive au 20. Et encore une fois, c'est vous qui avez souvent animé ces débats-là. Sur ce même plateau, nous avons dit, à partir du moment où on vous donne une date butoir, le 20, il faut partir donc du 20, faire un rétro-planning pour savoir, mais du 20 au 1er août, donc c'est dès qu'on a reçu les recommandations le 31 juillet, du 20 décembre en revenant au 1er août, qu'est-ce qu'il faut faire et le planifier. C'est ce que nous avons vu avec le professeur Kadanga et de la CENI. Ils ont fait ça courageusement. Ils ont soumis ça à tous ces acteurs politiques. Mais il y a une partie qui ne voulait pas. Parce que ça n'arrangeait pas que ça progresse. Mais ils ont fait du blocage systématique et nous l'avons vu aussi dans les faits. Heureusement que nous avons là une institution qui a tenu et que nous avons des hommes de volonté, des hommes et des femmes de volonté qui ont tout fait pour que ça aboutisse positivement. Et c'est ça aussi qu'il faut dire merci à la CEDEAO qui ne s'est jamais laissé démonter, qui a toujours maintenu ce cap en disant que les choses sont claires. Les choses ne souffraient d'aucune ambiguïté, qu'il fallait faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'il y avait des tâches à exécuter, qu'il y avait des discussions à faire, il fallait aller à l'Assemblée, il fallait voter. Les gens n'ont pas voulu aller à l'Assemblée, qu'il fallait rentrer dans la CENI. Donc on a commencé à jouer sur les chiffres. Eh bien, moi, si tu es là, moi, je ne peux pas être là. Ben, vous voyez, on a commencé à exclure les uns et les autres. C'était des excuses pour ne pas pouvoir faire ce qu'on a à faire pour respecter cette date. En face, il y avait quand même l'adversaire qui s'appelait UNIR.
qui a joué le jeu. Et d'ailleurs a été récompensé pour avoir joué le jeu. En face, nous avons vu une IFC qui a aussi, dans un esprit d'apaisement et d'ouverture, qui a cédé sa place à la même C14. Vous avez vu, le peuple le voit. Ils ont été récompensés. Nous avons vu le net. Je peux continuer à citer les partis politiques ou les autres partis politiques de l'opposition plus modérés qui ont joué le jeu. Et d'ailleurs, je me pose la question, comment pourrait-on construire une démocratie basée sur du radicalisme? Les radicaux n'ont jamais construit une démocratie. On a besoin des modérés. On a besoin de l'approche modérée pour faire une démocratie. On a besoin, c'est ce que nous disons au quotidien, nous avons besoin des gens qui appellent constamment et qui agissent, d'accord, pour vivre ensemble, pour une tolérance. Mais est-ce que la modération, ça suppose d'accepter même les conditions les plus abjectes? Quelles étaient les conditions les plus abjectes? En plus, ces conditions-là ont été imposées par les mêmes. Si c'est vous-même qui demandez que ces conditions-là soient respectées, on vous les accorde. Vous les considérez après qu'elles sont abjectes? Alors que c'est vous-même qui imposez ces conditions-là. Finalement, c'est absurde. Est-ce que tout est de la faute de la C14? Leur échec, en tout cas, oui. À partir du moment où ils ne sont pas. En tout cas, on ne va pas dire que c'est la faute du peuple togolais. Nous étions là, nous avons toujours demandé, en tout cas nous, membres de cette grande communauté qu'on appelle le peuple togolais, nous avons toujours demandé à ce qu'on aille départager les uns et les autres dans les urnes. Eh bien, il fallait jouer ce jeu. Ceux qui ont joué le jeu, on les a départagés. Ils reconnaissent, ils voient maintenant leur force. Maintenant, si la C14 était aussi forte, avait ce support de tout le peuple dont elle prétend, eh il fallait se présenter devant ce peuple. Et puis, mais le peuple devrait juger. Vous avez vu. Ce qu'a dit la C14, c'est que ce soit dans les conditions d'équité et de transparence. Les autres partis politiques de l'opposition qui sont allés, vous croyez qu'elles méritent moins? Les conditions étaient les mêmes. Ils sont allés. Elles ont gagné quand même des sièges. Donc on ne peut pas... C'est ça encore. Si vous regardez de tout le processus depuis le début, qu'est-ce qu'on nous sert? On nous sert, si telle condition est réunie, alors on ira. On satisfait à la condition, qu'est-ce qui se passe? C'est de la surenchère. On passe à la condition suivante. Et puis, crescendo, on continue. Entre-temps, le temps s'écoule. C'est-à-dire le temps imparti, celui qu'on nous avait laissé du 1er août 2018 au 20 décembre 2018. Eh bien, ils savaient ça. Oui, alors on nous explique que, non, mais vous savez, la dernière condition, il faut reporter. Si on reportait ça dans 3-4 mois, qu'est-ce qui se passerait? Rien du tout, parce que depuis 1 an, nous l'avons dit, les gens préféraient dans la rue, au lieu d'être autour d'une table, au lieu de venir avec des propositions, au lieu de penser plutôt, mais vous savez, au sort réservé à ce peuple. C'est-à-dire qu'à notre développement, à nos conditions, améliorons nos conditions de vie. C'est ça qui importe le citoyen togolais, c'est ça qui importe le peuple togolais. Maintenant, pour cela, nous avons besoin effectivement des institutions fortes, incarnées par des acteurs politiques responsables, ou en tout cas des hommes et des femmes responsables. Alors, c'est ce que nous demandons. On a eu comme l'impression que dans le cas du Togo, on a semblé pousser les acteurs vers des élections. Parce que je fais le parallèle par rapport à la situation en Guinée-Bissau, où il leur était demandé, dans la même feuille de route du 31 juillet de Lomé, que la Guinée-Bissau aille aux élections le 18 novembre. La Guinée-Bissau n'est pas allée aux élections le 18 novembre. Maintenant, on leur a donné le 10 mars 2019. Alors, pourquoi c'est bon de changer de date pour d'autres? Et quand dans d'autres pays, quand ça ne va pas, on ne peut pas changer pour qu'on fasse mieux les choses. Mais maintenant, il faut être capable aussi, comme la Guinée-Bissau, de démontrer que c'était dans l'intérêt du peuple de changer ces dates-là. Et je répète, changer les dates, vous savez, nous avons toujours dit, on demandait, je ne sais pas si c'est un de vos confrères qui demandait, il suffit que, par exemple, le président de la République décide qu'on change les dates. Alors que la CEDEAO qui a fait ses recommandations, elle a envoyé un comité de suivi. Donc il y a des gens qui sont sur le terrain, qui suivaient le processus et qui savaient qui jouaient le jeu et qui ne le jouaient pas. Dans les mêmes recommandations, ils ont aussi demandé
que les uns et les autres s'abstiennent donc de tenir des langages ou injurieux, ou en tout cas de nature à verser de l'huile sur le feu. Eh bien, ça n'a pas empêché certains acteurs de cette opposition radicale d'insulter proprement cette CEDEAO. Alors, comment voulez-vous dans ces conditions-là que une institution qui est là pour vous accompagner puisse faire confiance à ce que vous avancez comme argument pour reporter une date? Alors, d'accord. C'était de la mauvaise foi. Et elle s'est clairement démontrée dans les faits. On est à la fin de cet entretien, mais je m'en voudrais si je ne vous reprends pas cette question, parce que nous sommes suivis d'un peu partout. Il y a Luc de Dapaon qui dit que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est la fin de la crise? Ah, j'ai dit... Merci à Luc Dapaon, j'en viens d'ailleurs. Et est-ce que c'est la fin de la crise? J'ai répondu en fait. J'ai dit, cette crise artificielle qui a été créée par la même coalition des 14, les gens oublient, peut-être nos compatriotes ne doivent pas avoir la mémoire courte. Je rappelle toujours que le 18 août 2017, moi j'étais ici, il y avait des partenaires qui étaient là, notre économie était peut-être pas la plus florissante, mais elle croissait à 5,4%, et qu'au bout de 4 mois, lorsque la C14 a provoqué cette crise, parce qu'elle voulait prendre le pouvoir par des moyens illégaux, par la rue, eh bien, on venait de créer alors une crise artificielle. Il y avait Ashkroun qui avait